Ils sont désormais 4227 anciens combattants centrafricains à avoir déposé leurs armes. Parmi eux, 254 femmes issues de 14 groupes armés qui ont signé l'accord de paix de 2019. Une situation rendue possible grâce au soutien de la MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine. Récemment, la mission de maintien de la paix a fait don de véhicules et de matériel de bureau pour aider à constituer la 3e équipe mobile menant les opérations de désarmement et de démobilisation avec l'appui des soldats de la paix. L'opération avait été lancée en 2018 avec pour objectif de désarmer et de démobiliser les derniers officiers de la Séléka dans la ville de Bangui et ailleurs dans le pays. Depuis, l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement a mené déjà 3 opérations. Pour encourager ces efforts, le 23 mars dernier, le gouvernement a reçu un don de 5 véhicules et du matériel informatique de la MINUSCA. Sur la République centrafricaine, notre mission de maintien de la paix continue de fournir au gouvernement un soutien technique, financier, logistique et sécuritaire pour faire avancer le processus national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, qui est un élément clé de l'accord de paix. En désarmant plus de 4200 anciens combattants, la RCA se rapproche de ses objectifs. Pour l'heure, 76% des 5500 ex-combattants éligibles définis par les autorités du pays a été désarmé. Une avancée dont se félicite aussi bien le gouvernement que l'Organisation des Nations Unies. Mardi le 4 avril, le Sénégal fête ses 63 ans d'indépendance. À cette occasion, le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé lundi soir à la télévision nationale dans un traditionnel discours à la nation. Un discours dans lequel il est notamment revenu sur les tensions politiques des dernières semaines. À ce sujet, le président sénégalais a appelé au dialogue et à la concertation pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans le pays. Parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Une main tendue par le président vers la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Coalition qui avait d'ailleurs décliné dans un communiqué publié dimanche l'invitation qui leur a été adressée pour le défilé civilo-militaire marquant la célébration de la fête de l'indépendance. La coalition portée par Ousmane Sonko attend un acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal de la part de Macky Sall. À moins d'1 an des élections présidentielles, le président Macky Sall maintient le flou. Il n'a pas eu un mot sur une éventuelle candidature à un 3e mandat. Un 3e mandat qui serait anticonstitutionnel, selon les partis d'opposition. À quelques mois de la présidentielle au Gabon, Ali Bongo renoue avec ses partisans. Dimanche au Palais des Sports de Libreville, le parti au pouvoir a mobilisé ses troupes à l'occasion de son 55e anniversaire d'existence. En première ligne, le président du Gabon en personne, de blanc vêtu, comme plusieurs milliers de militants venus à la célébration. Vous faites du bien-être des populations gabonaises votre priorité. Le secrétariat exécutif communique chaque semaine avec les militants et les populations dans le cadre du rendez-vous du citoyen avec Ali Bongo Ondimba pour une mobilisation plus significative. Même s'il ne s'est pas encore déclaré candidat à sa propre succession, le président gabonais a toujours de la cote auprès des partisans de sa formation politique, le PDG. De nombreux chantiers réalisés au cours de son règne militent en sa faveur, selon les responsables du parti. Sur le plan social, des mesures courageuses ont été enregistrées, faisant du Gabon un modèle à suivre. Dans ce sens, nous pouvons noter l'évolution du statut de la femme, le programme de l'égalité des chances ou la réussite spectaculaire des prestations de la CNAMGES à l'endroit des populations gabonaises. Distingués camarades présidents,
Les citoyens de notre pays vous sont d'ores et déjà reconnaissants pour cette initiative fondée sur le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Le Parti démocratique gabonais, leader de la scène politique du pays depuis plus d'une cinquantaine d'années, maintient ses ambitions et ne compte rien lâcher. Ses militants, à quelques mois des élections présidentielles, ne demandent plus qu'une chose, que leur champion Ali Bongo se porte candidat. Malade, absent, depuis quelques jours, les rumeurs autour de l'état de santé du président tunisien Kais Saied occupent l'opinion. Le président tunisien n'était plus apparu en public depuis le 22 mars dernier. Lundi, il a décidé de couper court à toute spéculation sur son état de santé. Le président s'est absenté 2 ou 3 jours. Il a attrapé froid et ça devient un problème. Une vacance du pouvoir, un vide, ces gens ne méritent que mépris. Les mots durs du président tunisien visent la principale coalition d'opposition en Tunisie. Le Front national tunisien s'était étonné de l'absence prolongée du président et de l'omerta autour de son état de santé. Les opposants avaient demandé des clarifications et exigé que la loi soit appliquée en cas de défaillance du président. Selon la loi qui a été établie par lui et pour lui, en cas de vacance du pouvoir à la présidence de la République, c'est au président de la Cour constitutionnelle de remplacer le chef de l'État jusqu'à l'organisation d'élections. Mais comme vous le savez tous, il y a un vide législatif sur ce point-là. La vidéo, publiée par la présidence tunisienne, n'a qu'un seul objectif, faire taire les rumeurs et éteindre toute velléité autour d'une éventuelle vacance du pouvoir. Dans la vidéo diffusée le 3 avril, Kais Saied a dénoncé sans les nommer des personnes qui tentent de créer des crises. C'est un constat alarmant. Près d'1,5 million de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au Burundi en 2023. Ces données sont issues d'un plan officiel des réponses humanitaires entre le gouvernement et le Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA. L'organisation onusienne estime que le manque de financement de l'aide humanitaire au Burundi pourrait avoir des conséquences graves sur les populations. Notre réponse humanitaire pour le Burundi en 2023 est le résultat d'une analyse approfondie des besoins et des défis auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables. Fortement vulnérable au changement climatique et aux catastrophes naturelles, le Burundi a vu sa population se déplacer à de nombreuses reprises. De plus, s'y ajoutent d'autres obstacles, comme la pandémie de Covid-19 ou encore les répercussions de la guerre en Ukraine. Conséquence, les besoins humanitaires au Burundi ont été multipliés ces dernières années. Alors, pour répondre à la crise humanitaire dans le pays, OCHA compte sur sa coordination avec le gouvernement burundais. Ensemble, avec le gouvernement, les partenaires humanitaires et de développement, nous pouvons travailler vers des solutions durables pour améliorer la qualité de vie de ces populations et construire un avenir plus résilient. Nous sommes tous unis par une cause commune, sauver des vies et ne laisser personne derrière. Selon les estimations, un financement de 194,2 millions de dollars serait nécessaire pour venir en aide aux populations du Burundi. Mais seuls 1,1 million de personnes, les plus vulnérables, seront particulièrement ciblées par cette aide, soit environ 10% de la population au Burundi. Le Sénat camerounais est-il devenu le refuge des hommes d'affaires du pays ? Rien n'est moins sûr. Ils sont pourtant nombreux à avoir fait leur entrée dans cette troisième mandature. Tirés des 30 sénateurs nommés par le chef de l'État camerounais sur les 100 attendus au Parlement, certains récolteraient les fruits du travail d'appui au développement apporté à l'économie, mais surtout aux relations séculaires avec l'exécutif camerounais. Opérateurs dans les médias, l'hôtellerie et l'import-export entre autres, l'opinion publique nationale apprécie diversement la forte présence d'investisseurs locaux au Parlement. Je vous dirais simplement qu'il faut établir le lien entre le second objectif de la décentralisation, c'est-à-dire l'objectif économique, et le statut de ces hommes d'affaires. Parce qu'il faut rappeler ici que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
Et la décentralisation a justement un objectif économique. Derrière cet objectif économique se cache l'amélioration des conditions de vie des populations locales. On se dit donc que, avec la nomination de ces hommes d'affaires, ils pourraient impulser et apporter quelque chose à ce développement économique que vise la décentralisation. Pour certains Camerounais, le Parlement serait devenu un parapluie atomique pour ces hommes d'affaires. Des déclarations difficiles à justifier. À ces visages connus du monde des affaires, on retrouve également des têtes couronnées de certaines grandes chefferies traditionnelles locales. Du prince Seydou Mbonjoya à Chief Moukete et Koko 4 et Fon Isaac Chafa d'Ungok et Tunda Est, le président de la République a tenu à associer la sagesse et le pouvoir moral pour mieux défendre les intérêts des communautés villageoises, très souvent manipulées aux difficultés mal perçues en haut lieu. Un acte qui marque l'attachement de Paul Biya à ces relais de son administration. On s'attendait à une nomination d'au moins 15 sénateurs de l'opposition, mais là on se rend compte que le président a choisi de nommer quelques sénateurs d'une opposition que je qualifierais de modérée, pendant qu'il a lésé celle que je qualifierais d'opposition dure. Ces nominations se sont faites au détriment de l'opposition politique, qui espérait, après l'échec des urnes, un jeu d'équilibre dans un Sénat où elle est déjà sous-représentée depuis la création de ce Parlement bicaméral en 2013. En Sierra Leone, les autorités ont annoncé lundi avoir interdit les parades politiques de rue à l'approche des élections présidentielles. D'ordinaire, lors des campagnes, les partis politiques organisent des défilés à travers les villes, une tradition. La commission de régulation des partis politiques a décidé d'interdire ces parades politiques afin de prévenir la violence politique et d'en faire un temps de profonde réflexion. Officiellement, cette décision devrait participer à réduire l'insécurité et les violences qui émaillent souvent les campagnes électorales dans le pays. Les nouvelles règles obligent désormais les partis à désigner un lieu fixe pour tenir leur rassemblement de campagne. La Sierra Leone tiendra des élections présidentielles, parlementaires et municipales le 24 juin. Le président Julius Maada Bio y briguera un second mandat. Au Nigeria, 4 attaques terroristes ont fait ces derniers jours au moins 12 morts. Dans l'état d'Adamawa, au nord-est, des hommes armés ont tué 3 personnes et un politicien local. Dimanche, dans l'état de Benue, des hommes armés ont tué un fidèle dans une église et kidnappé 3 autres. Samedi, d'autres hommes armés ont tué au moins 7 personnes dans l'état du Niger. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais les regards se tournent vers les groupes djihadistes qui sévissent dans le pays. Cette résurgence d'attaques dans le pays intervient alors que le président Muhammadu Buhari doit quitter ses fonctions en mai pour laisser sa place à son successeur, Bola Tinubu, vainqueur d'une élection contestée. Le Comité international de la Croix-Rouge va supprimer environ 1500 emplois dans le monde dans les 12 prochains mois. Au moins 20 de ces 350 sites seront fermés et plusieurs programmes le seront aussi ou seront réduits. Depuis plusieurs semaines, le CICR fait part de ses difficultés de liquidité et s'attend à manquer de centaines de millions de francs suisses. Jeudi dernier, l'Assemblée, organe suprême constitué seulement de représentants suisses, a accepté des coupes de 430 millions de francs suisses pour cette année et le début de l'année prochaine. Mais l'organisation promet de limiter autant que possible les licenciements. Un gel des recrutements et les départs naturels doivent avant tout absorber la réduction du dispositif. Lundi, Elisabeth Borne avait promis qu'elle serait à l'écoute de tous les sujets que les syndicats voudront aborder mercredi lors de leur rencontre à Matignon, un désir confirmé par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a exprimé ce matin une volonté de dialogue et d'écoute sur toutes les questions liées au travail. Nous avons entendu la demande de l'intersyndicale d'être reçu, de pouvoir travailler, discuter, dialoguer, et ça tombe bien parce que nous sommes, côté gouvernement, dans cette volonté de dialogue, d'écoute et de travail en commun. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit voir ensemble. Il y a la question de la réforme des retraites, bien sûr, mais il y a aussi toutes les questions qui ont trait au travail. Des rencontres qui risquent de ne pas aboutir à grand-chose, étant donné que les syndicats ont clairement indiqué que la question du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans était un point crucial de la réforme et qu'ils quitteraient les discussions si ce point n'était pas abordé. Ah mais si Mme Borne veut discuter avec nous, et en particulier, et surtout, et essentiellement, et exclusivement des retraites, oui. Mais effectivement, il faut seulement qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour nous dire, vous n'avez pas compris, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Et enfin, en d'autres termes, ce que j'arrête pas de dire, vous êtes des bécassons, ça ne sert à rien. Donc oui, si Mme Borne souhaite nous voir, nous irons par les retraites. En attendant la décision finale qui sera prise par le Conseil constitutionnel en fin de semaine prochaine, et dont la décision est attendue, dit-on, du côté du gouvernement avec sérénité, l'intersyndicale, elle, appelle à une 11e journée de mobilisation en France, une semaine après celle du 28 mars,
qui avait réuni 450 000 manifestants selon la CGT et 93 000 selon la police. C'est un mur très long qui borde le port de Cotonou. Le parfait support pour battre un record, celui de la plus longue fresque graffiti du monde. 26 artistes, dont 16 venus de l'étranger, se sont retrouvés dans le cadre du festival Effet Graphe pour relever ce défi. On n'a pas seulement les graffeurs, mais on a les artistes plasticiens aussi qui se sont joints au festival. Et c'est un moment de partage. En même temps, c'est un moment de découverte pour le peuple fait. Thème imposé, raconter l'histoire et la culture du Bénin. Nombre de graffeurs se sont donc inspirés des trésors pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et restitués par Paris il y a quelques mois. C'est une continuité et ces œuvres dont il est question font partie de l'histoire du Bénin. Et il va de soi que certains artistes, dans leurs œuvres, puissent se connecter et reproduire ces œuvres. Ces œuvres restituées sont exposées depuis février au palais présidentiel à quelques centaines de mètres de là. Les Béninois peuvent donc aller les y admirer, mais avec cette fresque, ce sont les œuvres qui viennent jusqu'à eux. Et visiblement, dans ce sens-là, ça fonctionne très bien. Vraiment, on sent que le besoin de consommer de l'art est là et les gens s'arrêtent. Un passant qui n'a pas prévu fait un arrêt. Là, on est dans le feu de l'hôtel du port, mais regardez, les gens, dès qu'ils s'arrêtent, le feu passe au vert, ils ne bougent pas encore parce qu'ils voient, ils se plongent là-dedans. Ils se replongent dans l'histoire du royaume du Dahomey avant la colonisation, mais aussi dans le passé plus récent de leur pays. En effet, la fresque met également en avant les grands chantiers réalisés sous la présidence de Patrice Talon. Ça me plaît trop. Les pays, ça a changé en même temps. Projet artistique, mais donc aussi politique. Il faut dire qu'il est soutenu par le ministère de la Culture et par la Fondation Claudine Talon, première dame du Bénin. Plus de 700 mètres de murs ont été peints en quelques semaines, mais ce n'est pas fini. Pour battre le record de la plus longue fresque murale du monde, les organisateurs du festival Effet Graphe espèrent atteindre 1300 mètres lors de la 9e édition, prévue début 2023.